Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, on en parle tous les soirs aussi justement pour récapituler. On va parler du mot budget. D'abord, quelles économies pour le gouvernement qui cherche une quinzaine de milliards d'euros dans le prochain budget, et aussi quelle nouvelle rentrée, quelle taxe pourrait augmenter. En tout cas, Elisabeth Borne vient de promettre qu'il n'était pas question d'augmenter, je cite, les impôts sur les ménages. Autre mot, tiens, c'est important, le mot amende. SNCF Réseau condamné pour complicité d'atteinte à l'environnement après des travaux, tenez-vous bien, d'élagage, notamment à cause de la nidification des oiseaux protégés qui nidifiaient au moment où ces travaux d'élagage ont été effectués. Et puis le dernier mot, c'est important aussi de le dire, on a marché sur la Lune, je vous le dirai pas dans une langue indienne, mais oui, l'Inde a réussi à poser quelque chose sur la Lune, et ça c'est un événement international. Les vraies voix Sud Radio. Mais revenons d'abord sur ces questions budgétaires qui concernent absolument tout le monde. Elisabeth Borne, au terme de ce Conseil des ministres de rentrée aujourd'hui, qui promet qu'il n'est pas question, je cite, d'augmenter les impôts sur les ménages. Mais à côté de ça, on s'attend à d'autres rentrées, ce qui est logique, d'argent en tout cas, eh bien pour retrouver 15 milliards d'euros que chercherait Bercy. Qu'est-ce qui pourrait augmenter d'après vous? Tiens, Michael Sadoun, honneur à vous. Est-ce que j'ai compris, les impôts vont rester tels quels en l'état, mais il y aura une augmentation des taxes qui est une manière déviée d'augmenter la fiscalité de manière générale. Je crois que les taxes vont principalement augmenter sur l'alcool et le tabac. Je crois qu'on ne peut pas s'en plaindre. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a un peu une illusion autour de la manière dont la Macronie a réussi à diminuer la fiscalité dans ce pays, puisqu'elle a battu un record. En fait, cette année, elle dépasse 45%. Donc il y a près de la moitié de la richesse produite par le pays qui est taxé par l'État. Donc je crois qu'on ne va pas dans le bon sens de ce point de vue-là. Après, c'est pas seulement une question de montant d'impôts, c'est une question certainement d'agencement des impôts entre eux. Je pense notamment aux impôts de production qui ont longtemps pesé sur la productivité française et sur l'industrie qui permet l'ascenseur social et un meilleur taux d'emploi. On le voit en Allemagne ou en Italie. Mais c'est aussi sur l'utilisation de l'impôt. Et là, on peut avoir un réel débat, puisqu'on voit bien que le niveau des services publics à tous les niveaux, l'éducation, la santé, on parle même de la police qui est sous-dotée, ou de la justice. On parlait du manque de climatiseurs dans certains hôpitaux et services d'urgence pédiatrique à Bordeaux hier. Exactement, donc on voit que cette efficacité des services publics ne correspond pas au montant de la dépense et des impôts. Voilà. Corinne Tapiro. Écoutez, moi j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette histoire de taxes. Alors c'est sûr qu'on ne va pas augmenter les impôts, mais on augmente des tas de choses pour les Français, ce qui revient à pratiquement pire pour certains que d'avoir des impôts, parce que certains ne payent pas d'impôts. Ils vont se voir taxés au niveau de la santé. Ils se voient taxés très très lourdement déjà au niveau de l'électricité et du gaz. Donc ce sont des surcoûts pour les Français. Quelque part, mieux vaut payer un impôt sur ses revenus que de payer des impôts permanents. Surtout, moi j'attends enfin que la Première ministre, sous l'égide de son président, nous annonce les économies que l'État va consentir. Quels sont les comités XYZ dont on va se débarrasser? Quelles sont les dépenses de l'État inutiles qu'on va arrêter de faire? Est-ce qu'on est obligé de partir en avion alors qu'on peut prendre le train? Est-ce qu'on est obligé d'embarquer X dizaines de centaines de personnes lors de chaque déplacement? Donc je pense qu'il y a des économies que l'État, la structure même de l'État doit faire, qui sont importantes. Et puis franchement, quand on en est là, je pense que finalement Bruno Le Maire qui est porté au nu, c'est pas si bon économiste que ça. Nicolas Corato. Oui, on a l'impression que le gouvernement cherche encore sa ligne sur sa politique budgétaire, puisque l'intervention de Madame Borne aujourd'hui ressemble à une forme de recadrage de ces ministres en charge de la production, de la conception de ce budget, que sont qu'est Bruno Le Maire, qui s'est beaucoup exprimé sur le sujet, et on n'a pas l'impression qu'il porte nécessairement le même discours que la Première ministre. Donc on aimerait savoir quelle est la ligne du gouvernement. Et puis je reviens sur les taxes. C'est vrai que les impôts, les premiers impôts que payent les Français, c'est pas l'impôt sur le revenu, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ce sont les taxes indirectes, par exemple sur l'essence. On a aujourd'hui un prix à la pompe qui parfois dépasse les 2 euros. Quasiment les 60% de ce prix passent dans les caisses de l'État. Donc l'État, il a plein de leviers fiscaux, et on peut augmenter ou diminuer les impôts en général sans nécessairement passer par une réforme de l'impôt sur le revenu. Donc il ne faut pas uniquement avoir ce point. Et puis ensuite, il faut quand même regarder aussi une chose. Pardon, je vais être un peu en décalage avec Monsieur Sadoun, ça vous étonnera pas. Il y a aussi des cadeaux fiscaux sans contrepartie. Je pense aux 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Je suis, moi,
pour une économie qui aide les entreprises et pour des politiques publiques d'incitation et d'aide aux entreprises, mais avec des contreparties. Là, on a 150 milliards d'euros qu'on donne chaque année aux entreprises sans avoir de contrepartie et d'engagement clair des entreprises en matière, par exemple, d'emploi des seniors. Et vous êtes d'accord là-dessus? Alors je suis entièrement d'accord, donc on va totalement tomber d'accord. Je pense que les entreprises doivent faire partie d'un projet politique, et quand par exemple on aide les entreprises avec du crédit d'impôt recherche et qu'elles finissent par délocaliser ou utiliser des normes européennes pour faire du dumping social dans nos frontières, je pense que c'est très grave. Parenthèse dans la parenthèse, mais c'est intéressant, je vais vous demander à tous les trois d'ailleurs, quand on regarde les giga-usines ou giga-factories qu'on essaye de faire venir en France, la France n'est pas la seule à proposer des subventions à plusieurs milliards d'euros pour les faire venir, l'Allemagne le fait aussi. Est-ce qu'il faut exiger des engagements des entreprises qui pourraient s'installer chez nous, comme par exemple Tesla avec Elon Musk ou d'autres, tous ceux qu'on essaie de courtiser? Mais bien sûr, je veux dire, souvenez-vous de l'épisode tragique d'ArcelorMittal, on en a tiré aucune conclusion, aucune leçon. On continue comme avant. Et dans 10 ans, Elon Musk partira et laissera des salariés sur le carreau dont la solidarité nationale devra s'occuper. Corinne Tapiero. Moi, je pense qu'on devrait aussi se pencher sur les TPE-PME, qu'on devrait aider plus largement, qu'on devrait encourager, inciter. Et pour revenir sur ce que vous disiez, sur l'emploi des seniors, alors on en parle beaucoup, mais ça ne fait partie d'aucun projet politique. Et ça, depuis des années, et pourtant, c'est pas faute de le réclamer. Et quand on a durci les règles du chômage, donc forcément, ce sont eux qui vont payer le plus lourd tribut et qui ont un taux d'employabilité qui ne dépasse pas les 15%. Donc c'est quand même extrêmement inquiétant. Je vous propose, même si ça peut avoir l'air un petit peu léger, mais il faut parler aussi des règles environnementales qu'on se met à respecter et qu'on n'aurait pas forcément respectées dans le passé. Parce que cette information n'est pas si anodine que ça. Quand on vous parle de SNCF Réseau, c'est-à-dire la partie de la SNCF qui s'occupe des rails et de ce qu'il y a autour sur les voies ferrées et de l'entretien du coup des arbres qui poussent tout autour des rails pour pas que ça heurte je ne sais quoi. SNCF Réseau, je le disais, condamné pour complicité d'atteinte à l'environnement après des travaux d'élagage en taillant donc les branches qui dépassaient des arbres. Pourquoi? Parce que ces travaux ont été effectués pendant la période de nidification de certains oiseaux. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, ce genre de condamnation? Parce que c'est une prise de conscience plutôt nouvelle. Tiens, Michael Sadoun. Je crois qu'il faut simplement rester raisonné sur la question, mais toute prise de conscience écologique n'entraîne pas forcément une décroissance, parce que, par exemple, l'élagage des arbres ou le débarrassage des nids peut être fait par une entreprise qui va donc être payée, qui va bénéficier de subventions, qui va payer des salariés qui eux-mêmes vont consommer et qui vont faire marcher ainsi le cycle de l'économie. Donc je pense que ça peut marcher comme ça. Après, il faut quand même raison garder. Je rappelle qu'une partie de la dette de l'État venait de l'absorption de la dette de la SNCF par l'État en 2018. Notamment celle de Réseau Ferré de France, qui est l'ancien SNCF Réseau. Qui s'élevait à 40 milliards d'euros et qui était énormissime. Donc je pense qu'il va falloir quand même équilibrer justement cette équation. Bon, quoi qu'il en soit, l'amende de 450 000 euros paraît presque dérisoire à côté de la vieille dette de SNCF Réseau. Corinne? Moi, je trouve que c'est très très bien de vouloir protéger les animaux, mais quand on fait circuler des trains avec des branches d'arbres en plein milieu du parcours, il y a quand même des risques sérieux d'accidents. Donc je pense qu'il faut parfois raison garder, mesurer les choses et planifier l'élagage à un autre moment. Exactement, c'est ce que demande la justice, Nicolas. Oui, la loi, elle n'interdit pas d'élaguer les arbres. Elle demande de respecter certaines périodes pour éviter l'élagage et la destruction des nids. Une organisation, une entreprise comme SNCF Réseau, à mon avis, ils sont suffisamment structurés et organisés pour planifier leur campagne d'élagage. Ils sont déjà, alors c'est pas eux qui sont en charge à Réseau de l'horaire des trains, mais en tout cas ils sont déjà intervenus sur Sud Radio. On leur redonnera la parole à l'occasion. Allez, dernier mot, on a marché sur la Lune. Je traduirai pas, je saurais pas le faire, je ne parle aucune langue de celles qui sont parlées sur le sous-continent indien. La fusée indienne Chandrayaan 3 qui s'est posé sur la Lune. C'est pas anodin et c'est aussi la preuve que plus ça va, plus l'ancien bloc de l'Est et l'ancien bloc de l'Ouest perdent le monopole finalement sur le progrès. Surtout que les pays émergents sont plus des pays émergents. C'est-à-dire que c'est des vraies industries avec de véritables capacités en termes de défense, en termes d'espace, etc. Donc il faut compter avec et à ne pas négliger, parce que ce sont des populations importantes, puisqu'ils sont plus nombreux que c'est la population la plus nombreuse au monde aujourd'hui. Exactement. Et l'Inde rejoint les États-Unis, la Russie et la Chine au rang des pays qui ont réussi à faire. Petit contexte, il y a quelques jours, la Russie, pour une fois, parce qu'elle a souvent réussi, a échoué dans sa propre opération lunaire. Michael Sadoun.
Oui, la course à l'espace, comme d'autres secteurs, sont révélateurs de certainement des montées économiques et politiques de certains pays dans le monde. Il y a même une tentative de coordination par les BRICS eux-mêmes qui ont envie de constituer un nouveau bloc, mais c'est précisément ce dont ces puissances manquent pour le moment. Ce sont des géants un peu isolés, au contraire de ces grands blocs dont vous parliez, et qui, eux, arrivaient à trouver des alliés et à se constituer. L'Europe a essayé de le faire, mais c'est quand même assez pataugeant. On remarque que l'isolation n'est pas non plus la bonne solution, même si l'Inde a quand même une stratégie diplomatique assez originale et qu'elle est amie avec plus ou moins tout le monde dans le monde, y compris nous. Mais reste à voir s'ils arriveront à se coordonner avec la Russie et la Chine et peut-être à construire ensemble une monnaie qui concurrencera le dollar, ce qu'ils essayent de faire pour le moment. Et on en reparlera, tiens d'ailleurs, des conséquences géopolitiques de la réunion des BRICS en ce moment. Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud. J'espère que je n'ai oublié personne. Quoi qu'il en soit, on va en reparler. Chine, merci, évidemment, le plus important. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud.